Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale technologie et réchauffement climatique. Et oui, dans le contexte de changement climatique que nous connaissons tous, quelles sont les conséquences de ces chaleurs extrêmes et de ces pluies diluviennes sur nos infrastructures? Est-ce que la technologie peut réellement apporter des réponses à tout? Et comment former et engager des citoyens vers une transition durable? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial technologie et réchauffement climatique. C'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, on va se plonger dans un monde avec 2 degrés de plus. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de la communication de Léonard. Alors Léonard, c'est l'incubateur d'innovation du groupe Vinci. Vinci, une marque que vous voyez souvent quand vous voyagez à travers la France et ailleurs. Mathieu Lerondeau, bonjour. Bonjour. Alors Léonard, vous êtes cette cellule d'innovation du groupe Vinci et vous détectez les tendances dans les métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Concrètement, est-ce que Léonard va nous permettre d'appréhender ce monde avec 2 degrés de plus? Concrètement, c'est naturellement l'un des principaux sujets sur lesquels se concentrent les efforts de Léonard, comme je dirais tous ceux de cette industrie ou de ces activités, de la construction, des infrastructures, de l'énergie, qui se préoccupent aujourd'hui énormément, non plus seulement, disons, d'efficacité opérationnelle, mais aussi de la capacité à maintenir ces infrastructures et à leur donner un avenir durable. Alors Mathieu, on voit tous effectivement ces images un petit peu dramatiques sur nos territoires lorsqu'il y a des inondations et des sécheresses, mais vous qui êtes en amont de ces tendances, quels vont être à terme l'impact de cette situation climatique sur l'ensemble justement de nos paysages urbains et de nos infrastructures? Les épisodes, climatiques auxquels on a assisté dans les temps récents et dont, je dirais, la fréquence et la gravité a tendance à s'accentuer, font peser des risques sur les personnes et sur les biens, mais aussi sur la pérennité des infrastructures. Et quand on est chez Vinci, on regarde avec une attention particulière celle donc des infrastructures urbaines. Comment est-ce que on continue de rendre vivable, agréable à vivre une ville non plus seulement +2, mais peut-être demain +4 degrés. Comment est-ce qu'on continue d'assurer la pérennité des réseaux de communication et des infrastructures donc routières, ferroviaires ou encore énergétiques? On n'est pas les seuls, bien évidemment, à s'intéresser au sujet. On travaille dessus depuis 2017 et depuis la fondation de Léonard, et on est largement, je dirais, rejoint par toute la diversité des parties prenantes donc de ces infrastructures, et en particulier par l'État, qui a annoncé donc en début d'année un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, qui lui ne vise plus le +2 degrés en 2100, mais bien le +4 degrés. C'est bien ça. Une question un peu directe, Mathieu, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, la question est-elle de déménager ou de réaménager ? Alors la question est complexe. Il s'agira d'abord peut-être de surdimensionner les ouvrages, les bâtiments, les infrastructures à créer. Et pour celles qui sont déjà en place, on va avoir un débat qui ne concerne pas que les techniciens, que les ingénieurs de Vinci ou de ces entreprises qui sont engagées dans la construction dans ces infrastructures. Un débat qui va porter sur la question de qu'est-ce qu'on veut conserver à tout prix, du confort, de l'efficacité, des moyens, par exemple, de communication dont nous disposons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut conserver, j'allais dire, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qu'on a tous entendu, classique, qu'on a beaucoup entendu. Qu'est-ce qu'il faudra adapter, c'est-à-dire, et quels sont les usages qu'il faudra adapter? Admettre, par exemple, que une voie de communication puisse n'être pas utilisable 100% du temps, 100% de l'année, parce que il faudra accueillir des événements climatiques exceptionnels, de plus en plus communs, qui en interdiront l'usage, et à quel endroit effectivement il faudra occasionnellement renoncer. Et donc et ça, c'est un débat, encore une fois, qui va bien au-delà de celui des techniciens, qui concerne également les élus et beaucoup plus largement les citoyens. Alors Mathieu, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les domaines, et dans le vôtre aussi, elle va permettre de prédire, d'analyser. Concrètement, comment elle s'inscrit dans les solutions que vous mettez en place pour les territoires ?
Alors l'IA, c'est l'un des grands champs, je dirais comme dans l'économie générale, qui dans la construction, dans les infrastructures, qui est exploré aujourd'hui, donc pour nourrir l'innovation et la résilience donc de tous ces dispositifs. L'intelligence artificielle, elle va servir à la fois à concevoir, disons, des réseaux qui sont optimisés. On parle de design génératif, donc et on va pouvoir donc évaluer l'impact, par exemple, des paramètres climatiques donc sur une infrastructure et pouvoir la concevoir en sorte de la rendre résiliente à ces donc se dire avant de faire une changements-là. route ou un bord de mer, on met tout ça dans un ordinateur et voilà. Et on va effectivement évaluer l'impact de ces transformations en faisant varier les paramètres. Ça existe déjà. Hein. On a un bureau d'études qui a été lancé d'ailleurs dans un des programmes de Léonard, les programmes d'accélération qui s'appelle Résilience aujourd'hui, et qui fait ça, qui évalue précisément la vulnérabilité de ces infrastructures. L'intelligence artificielle, elle peut servir également à faire de la maintenance prédictive, à détecter la convergence d'un certain nombre de signaux et de pannes à venir sur des réseaux, sur des voies ferrées en particulier. Elle peut servir, je dirais enfin, à outiller et analyser des images qui, elles, peuvent, là encore, disons, livrer un certain nombre d'indices sur l'impact et les transformations donc de bâtiments. Donc je pense en particulier à une solution qui permet de faire de l'analyse massive de drones en sorte de pouvoir d'images de drones en sorte de pouvoir construire des analyses des opportunités d'adaptation, par exemple, d'un certain nombre de bâtiments, qui permettent de détecter des fuites d'eau sur des réseaux d'adduction d'eau à très grande échelle, en analysant la coloration des sols ou encore leur altimétrie. Il y a tout un tas de solutions, effectivement, qui sont en cours de déploiement dans ce sens-là. On sait que le secteur du bâtiment est un secteur qui est très consommateur et qui génère beaucoup de CO2. Là aussi, est-ce que l'intelligence artificielle vous permet de concevoir les matériaux du futur ? Alors l'intelligence artificielle, elle peut aider en particulier, notamment les technologies de design génératif dont je parlais tout à l'heure. Alors design génératif pour nos auditeurs. Design génératif, c'est la capacité qu'a l'intelligence artificielle, en faisant varier un certain nombre de paramètres, de dessiner, si vous voulez, et de concevoir des plans, par exemple. Ça peut être des plans de câblage, des plans de réseau, ça peut être aussi les plans d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Donc ces technologies-là permettent en particulier d'optimiser la consommation de ressources et de minimiser, par exemple, l'utilisation du béton, qui est aujourd'hui le matériau clé, disons, dans la construction, et qui est aussi fortement émissif donc de CO2, gaz à effet de serre. Voilà. Ouais. Par ailleurs, effectivement, alors ça ne doit pas toujours grand-chose à l'IA, mais la recherche est extrêmement active en matière de recherche, effectivement, de matériaux qui seraient des substituts au ciment en particulier, qui est tellement émissif, substitut à l'acier, substitut à d'autres matériaux dont l'impact environnemental est important et qu'on peut aujourd'hui donc remplacer par des solutions moins émissives ou moins polluantes. Alors justement, par rapport aux solutions, j'ai envie de vous demander par rapport à nos auditeurs qui ont malheureusement peut-être été victimes de soit de sécheresse, soit d'inondations récemment. Il y a des startups qui sortent justement de votre incubateur. Est-ce qu'il y a des solutions très opérationnelles qui fait que dans un proche avenir, leur vie sera un petit peu plus confortable, on va dire? Oui, naturellement. Alors, je mentionnais très rapidement Résilience tout à l'heure, qui permet de faire des diagnostics précisément de l'impact du changement climatique sur des bâtiments, sur des infrastructures. Aujourd'hui, ce sont des usages qui sont en train de devenir massifs et qui n'intéressent plus seulement les constructeurs ou ceux qui sont en charge de la maintenance des infrastructures, mais aussi ceux qui les conçoivent, qui les construisent, etc. Et voilà. Donc, c'est une solution qui vient à l'appui des nouvelles réglementations, par exemple, qui prennent en compte un certain nombre de paramètres bioclimatiques qui doivent être pris en compte dans la construction de logements, et donc à ce titre-là, ça pourrait être décisif. Je pense à ces technos qui permettent, encore une fois, de l'analyse massive d'images et qui permettent de massifier, par exemple, la production de diagnostics de performance énergétique, non plus à l'échelle d'un bâtiment ou d'un logement, mais à l'échelle d'une ville.
grâce encore une fois à cette fois-ci à ce qu'on appelle la computer vision, enfin la vision par ordinateur et de l'analyse d'images par ordinateur. Est-ce que ça veut dire que notre habitat va changer dans les années à venir, mais dramatiquement changer pour anticiper justement ces catastrophes? La principale transformation qui est en cours, elle est presque silencieuse, c'est celle au fond de l'amélioration de la performance thermique des bâtiments et des habitations en particulier, parce que ce qu'on présente le plus souvent comme la possibilité d'économiser en rendant en chauffage et d'améliorer le confort thermique permettra aussi à terme d'améliorer le confort thermique en été et lors de fortes températures. Donc ça c'est une révolution silencieuse, mais elle est considérable parce qu'elle concerne évidemment tout le bâti résidentiel. Mathieu, pour conclure, j'ai envie de vous dire, tous ces changements dans le bâti et dans la construction, quelque part, sont à votre avantage? Oui, enfin à notre avantage. En tout cas, les métiers de la construction de l'énergie connaissent aujourd'hui ont des objectifs considérables en matière de réduction de l'impact de ces activités, mais aussi en matière de transformation des territoires et des infrastructures qui les structurent. C'est ce dont on parlera pendant notre festival, donc les 23, 24 et 25 avril, au cours desquels précisément, au cours d'une trentaine de conférences, on va aborder tous les aspects justement de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique. Voilà, je vous encourage à vous inscrire parce que vraiment les thèmes sont très porteurs, ça vous parle de votre quotidien, il y a des super intervenants, donc le rendez-vous doit être pris. Merci beaucoup Mathieu Lorindo pour Vinci. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve dans quelques instants pour découvrir comment former nos futures générations à cette transition climatique. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numéro spécial technologie et réchauffement climatique, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Yéretzan. Antoine, bonjour. Vous êtes directeur du développement et des partenariats au sein d'AXA Climate. Alors, est-ce à dire qu'un assureur comme AXA a conçu une école pour mieux faire comprendre aux citoyens que nous sommes les enjeux du changement climatique, Antoine? Oui, bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Effectivement, en 2021, on a décidé de se lancer dans ce projet assez marrant qui consistait à se dire, pour que les gens s'approprient le changement climatique, comprennent ce qu'ils pouvaient faire dans leur quotidien pour agir, changer dans leur métier, il fallait leur parler là où ils passent le plus clair de leur temps. Et là où ils passent le plus clair de leur temps, c'est au travail. Et donc, l'idée, c'est de déployer dans les entreprises et dans un certain nombre d'organisations aussi publiques, des associations, des écoles, des parcours de formation pour expliquer aux gens ce que c'est que le changement climatique, d'où ça vient, et puis surtout qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Mais vous avez le sentiment, Antoine, qu'en 2024, en fait, on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire, malgré toutes les publications, malgré le rapport du GIEC, on en parle tous les jours, les empreintes carbone, etc. On n'a pas compris? Alors je dirais qu'on a compris qu'il y avait un problème. Je pense que là, pour le coup, les études sont assez claires, et je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent savent qu'aujourd'hui on a un problème avec le changement climatique, un problème avec l'effondrement du vivant. Maintenant, entre savoir qu'il y a un problème, savoir d'où il vient, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout, chacun à son échelle, dans son métier, qu'est-ce qu'il peut faire. Là, pour le coup, il y a besoin de formation. On le voit tous les jours quand on déploie nos contenus. Ça lève un grand intérêt et surtout, ça donne une envie d'action. Parce qu'il y a régulièrement quand même des discours qui consistent juste à expliquer ce qui se passe. Et c'est vrai, le constat est un peu déprimant. Maintenant, il faut se retrousser les manches et passer à l'action. Et pour ça, on a besoin de tous parler la même langue et savoir ce qu'il faut faire. Et vous avez le sentiment, en fait, que les citoyens, effectivement, se sentent concernés. On le voit quand il y a des inondations, des sécheresses, etc. Ils aimeraient prendre leur part au débat, mais en fait, il n'y a pas ce pont qui permet de savoir comment s'engager et que faire au quotidien. C'est ça, c'est à cet endroit-là qu'est le vrai problème? Exactement. En fait... Je pense qu'on est tous aujourd'hui touchés par le changement climatique. Il y a des gens qui sont touchés directement parce que leur maison elle est noyée, parce qu'ils sont saisonniers l'hiver et qu'en fait la saison se réduit, parce qu'ils sont agriculteurs et ils doivent faire les récoltes ou les vendanges un mois plus tôt qu'avant. Donc là, on est tous touchés par ça, c'est très clair. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Il y a des réponses de très court terme. Je vais changer la façon dont je gère ma maison, c'est-à-dire que je vais pas mettre les albums de photos de famille fragiles à la cave parce que je sais qu'elle est inondée régulièrement. Ça, c'est les petites réponses du quotidien. Et après, il y a la question de comment est-ce qu'on touche les vraies causes.
Et en fait, toucher les vraies causes, c'est plus dur parce qu'on est tous un peu responsables, mais il y en a quand même qui sont plus responsables que d'autres. Il y a tout un système qui est compliqué à changer. Et donc, de ce point de vue-là, mettre de la clarté, expliquer quelles sont les causes du changement climatique, où est-ce qu'on peut agir au jour le jour et aussi quelle intention il faut mettre dans ce changement, voilà ce dont on a besoin de parler et c'est pour ça qu'il y a besoin de formation. Très intéressant. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on apprend, puisque ce sont des cours en ligne, qu'apprend-on dans l'AXA Climate School là ? Alors, on remet... Et qui apprend ? Oui, qui apprend alors déjà, en fait, on a des contenus qui sont déployés aujourd'hui dans plus de 200 entreprises. Donc, par exemple, nos amis de Vinci, si vous travaillez à Vinci, si vous avez la chance... d'être un collègue à Vinci, vous pouvez bénéficier de tous nos contenus, mais c'est valable aussi dans plus de 200 entreprises, plus de la moitié du CAC 40, un certain nombre de communes aussi. La métropole Nice-Côte d'Azur, si vous êtes fonctionnaire ou élu là-bas, vous avez accès à nos contenus, donc des écoles. Donc voilà pour qui s'y conforme. Donc des cours en ligne, hein. Ce sont des cours en ligne. Exactement, ce sont des cours en ligne, mais qui apprennent quoi ? Qui apprennent déjà, qui remettent un peu les fondamentaux de ce qui se passe, c'est-à-dire d'où vient le changement climatique. Et très concrètement, il faut le redire, le changement climatique, il vient du fait qu'on brûle trop de pétrole, trop de gaz et trop de charbon. Il y a d'autres facteurs, fossile. Mais à la fin, on revient à ça. Ensuite, on comprend les conséquences. Et après, on a deux autres natures de cours, un peu moins sur les fondamentaux scientifiques, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une organisation ? C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Une entreprise bas carbone, est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on peut le faire ? Ça veut dire quoi l'économie circulaire, tout ça. Bon. Et après, il y a enfin, à l'échelle, moi, de mon métier. Si je travaille au marketing, si je travaille en logistique, si je suis informaticien, concrètement, est-ce que au quotidien, j'ai des outils pour bouger ? Et c'est ça qui nous intéresse parce que l'idée, c'est d'accélérer encore les transitions. Antoine, on a le sentiment encore en 2024 que certaines personnes se disent « Ah, on va trouver une start-up magique qui va nous permettre de résoudre toutes ces problématiques de gaz à effet de serre, etc. et de consommation. » À travers ce que vous dites, c'est vraiment la posture et c'est l'état d'esprit qui va nous permettre justement de faire un petit pas ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, quand on voit l'ampleur du problème et qu'on se dit peut-être qu'on va trouver une solution et quelqu'un d'autre va le gérer cette solution. Ça va être un inventeur de génie dans son garage, ça va être un chercheur. Il est certain que la technologie va nous aider, elle nous aide déjà à régler ces problèmes-là. Tout à l'heure, on parlait par exemple d'utiliser des modèles prédictifs pour mieux prévoir comment nos infrastructures vont s'adapter au changement climatique. Ça, ce sont des outils qui sont déjà disponibles et qui nous servent déjà. Maintenant, et je reviens là encore sur ce qui a été dit tout à l'heure, quand on dit on est en train de faire des recherches pour faire de l'acier, par exemple, vous savez que l'acier est très émetteur dans sa production de gaz à effet de serre, quand on est en train de réfléchir à des aciers bas carbone, le temps, on le sait, parce que vous en parlez quand même souvent sur cette émission, le temps entre le moment où il y a un chercheur qui a une bonne idée, le moment où vous avez un prototype, une start-up qui est incubée par nos amis de Léonard, vous créez un outil de production, vous créez une usine pour 20 ans, vous adaptez... La régulation. Voilà, la régulation qui va avec, tout ça c'est un pas de temps qui est colossal. C'est des choses qui durent 20, 30 ans. Le premier smartphone, c'est 1992, c'est IBM Simon. Donc en fait, le temps de déploiement de cette technologie, il est colossal. Et en fait, le temps, on n'a pas. Donc croire qu'on va maintenant trouver une solution et qu'elle va être déployée tout de suite pour régler tous nos problèmes du changement climatique, c'est faux. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'un mot très important qui est le renoncement. Il va falloir laisser des choses de côté parce qu'on ne va pas arriver à tout régler avec des solutions techniques. Et ceux qui disent ça, en fait, font preuve d'irresponsabilité. Mais qui est responsable dans ce cas-là ? Est-ce que c'est l'individu ? Parce que comparé à l'entreprise qui émet beaucoup plus, comment chacun doit prendre sa part au débat ? Parce que c'est un épiphénomène, effectivement, quand on est une personne toute seule, de se dire je vais devoir renoncer, alors qu'une entreprise, elle, va renoncer peut-être à sa croissance, et là, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que, en gros, quand on dit qu'on brûle trop de pétrole, de charbon et de gaz, c'est que concrètement, le gros du sujet, c'est... On consomme trop d'énergie fossile pour se déplacer, pour se loger et pour se nourrir, si je résume très schématiquement. Et on peut difficilement demander aux gens qui n'ont pas de piste cyclable à proximité, qui ont des enfants à gérer avec des horaires qui sont pas très compatibles avec le travail, de renoncer par exemple à la voiture. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire. Et la façon dont on peut régler ce problème-là, ça va être une façon collective, c'est-à-dire inventer de nouvelles infrastructures de transport, changer les horaires, etc. Donc il y a une partie collective. Maintenant, il y a aussi une partie individuelle, elle est importante. C'est-à-dire, je prends l'exemple des pénuries d'eau, par exemple. Quand vous devez prendre la décision en tant que maire, en tant que préfet, d'obliger les concitoyens à plus arroser leur jardin, par exemple, c'est coûteux comme décision. Je veux dire... globalement, tout le monde vous déteste après, quand vous prenez cette décision-là. Tout le monde vous déteste, et la réalité, c'est que si vous le faites pas, ou si vous le faites un peu tard, il y aura des problèmes, mais on vous blâmera pas forcément là-dessus. Bon, c'est plus facile de prendre cette décision si sur l'ensemble du territoire, il y a des gens qui d'eux-mêmes
arrêtent d'arroser leur pelouse. Vous voyez, ce petit geste de un voisin qui le fait, puis un autre, ça crée des petites poches comme ça de bonne volonté. Et c'est parce qu'on a les petites poches de bonne volonté qu'après, on peut politiquement dire, vous voyez bien, il y en a qui font l'effort. Maintenant, ceux qui veulent pas faire l'effort, vous vous alignez sur les autres. Et donc, il y a effectivement des solutions qui sont collectives et politiques, et c'est le gros du sujet. Maintenant, il y a aussi cette échelle individuelle qui compte, ne serait-ce que pour envoyer les bons signaux. Et vous avez l'impression que les salariés qui écoutent vos formations, ils ont envie de faire quelque chose, ou il y a encore des éléments de blocage et il y a encore ce travail qu'il faut faire pour passer à l'acte? Globalement, la plupart des gens, parce que c'est pas vrai que tout le monde a au cœur de faire bouger les choses, mais la plupart des gens ont très envie de bouger sur ces questions-là, parce que dans leur quotidien, ils sont touchés par le changement climatique, ils voient les arbres dépérir parce qu'il y a trop de sécheresse, donc ils ont envie de bouger. Ils ont envie de bouger aussi parce que leurs enfants les poussent, ou parce que, d'ailleurs pas que les plus jeunes les poussent dans leur entourage. On a tous des gens qui nous poussent à agir. Donc il y a une vraie envie. Maintenant, entre avoir envie et au quotidien se heurter en fait aux barrières du quotidien, que ce soit dans sa vie personnelle, on a peut-être envie d'acheter des choses, des produits par exemple qui abîment l'environnement et on n'a pas l'argent, ou au travail, on aimerait bien faire des choses, mais on nous laisse pas le temps, on nous laisse pas les outils. Il y a des frottements. Donc je dirais que la Climate School qu'on déploie dans les entreprises, elle ne règle pas les problèmes, elle donne pas forcément toute l'énergie, mais elle ouvre les conversations. Elle permet, quand vous êtes un manager et quand vous êtes une équipe, de discuter ensemble et de dire, quand même, on fait ça de cette façon. Peut-être qu'on pourrait s'organiser autrement, peut-être qu'on peut organiser des covoiturages pour venir ensemble, peut-être qu'on n'est pas obligé de venir tous à cet endroit-là tel jour et qu'on pourrait faire des choses à distance, ou peut-être qu'on pourrait changer les produits qu'on utilise. Ça, c'est des discussions qui s'ouvrent aussi quand on s'autorise à parler de ces sujets. Alors intéressant, alors dites-nous Antoine, parce qu'on n'est pas encore étudiant ou élève, on va dire, dans vos cours, mais il y a des grands paradoxes en fait que vous faites émerger dans vos cours, des choses qu'on fait au quotidien en fait qui sont l'inverse exact de ce qui devrait être fait. Donnez-nous quelques exemples pour qu'on se réveille, on va dire. Oui, c'est vrai. En fait, et c'est la raison pour laquelle aussi on a besoin de formation, parce qu'en fait il y a des solutions qui peuvent paraître évidentes et qui ne le sont pas, et qui en réalité sont des mauvaises idées. Si vous voulez lutter contre le changement climatique, mais que vous prenez pas par exemple en compte les autres choses comme l'effondrement du vivant, vous pouvez très bien, d'un point de vue très logique, vous dire on va raser cette forêt et mettre des panneaux solaires. Oui, ça c'est une mauvaise idée à l'échelle collective. Mais à l'échelle individuelle, vous avez des choses aussi. Il fait trop chaud, vous mettez une clim. Concrètement, une clim, c'est quoi? C'est quelque chose qui injecte du froid dans votre maison et qui injecte du chaud en dehors. Donc en fait, vous accroissez le problème autour de vous. Première chose, il fait plus chaud, mais en plus vous brûlez de l'électricité pour faire ça. Et donc vous accroissez les causes du problème puisque vous accroissez le changement climatique. Donc ça typiquement c'est ce qu'on appelle souvent une solution de maladaptation, c'est-à-dire qu'en fait vous empirez le problème en essayant de trouver une solution. Pour éviter la maladaptation, il faut déjà bien savoir ce qu'on fait, savoir dans quel contexte on se place, et puis surtout trouver des solutions collectives qui vont bien. Si on laisse tout le monde s'organiser en dernière minute sans rien avoir anticipé, ce qui va se passer c'est que ceux qui ont les moyens vont s'adapter souvent au détriment des autres, et ceux qui n'ont pas les moyens, malheureusement, ils vont prendre de plein fouet les conséquences du changement climatique. Antoine, pour conclure, les 30 secondes, est-ce qu'il est trop tard pour agir ? Alors, il n'est jamais trop tard pour agir. D'abord parce qu'on continue aujourd'hui à empirer le changement climatique. On continue à brûler trop de pétrole, trop de gaz et trop de charbon. Donc, il faut déjà arrêter, si vous voulez, empêcher ce robinet de couler. Et ensuite, il y a le stock d'eau qui est déjà dans la baignoire, si vous voulez. Il y a déjà le changement climatique qui arrive. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, à la fois sur les infrastructures, sur nos façons de vivre, parce que on va être touché et on est déjà touché. Maintenant, il y a aucun défaitisme à avoir. On n'est pas encore au stade aujourd'hui où il n'y a rien à faire. Il existe des solutions, on peut les appliquer, que ce soit dans sa vie personnelle ou au niveau de l'entreprise. Par contre, s'adapter simplement à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sans essayer de lutter sur l'aggravation du problème aux origines, c'est vraiment pour le coup une course en avant, et une course en avant qui va être problématique parce qu'à terme, si on ne change pas les données initiales du problème, on va arriver à un stade où ça va être très très difficile de s'adapter. Merci beaucoup donc à nous de méditer et surtout d'agir. Mathieu Lerondeau pour Vinci, merci beaucoup. Antoine Yerezan pour AXA Climate School. Merci. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui, et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux préférés et en podcast, et surtout continuez de nous envoyer des messages et d'interagir avec nous. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.